L'heure des comptes. Landry Kervadec franchit les portes vitrées du lycée Jean Moulin un mardi matin de fin août, son sac à dos en toile usée jeté sur une épaule, ses bottes encore marquées par des traces d'argile rouge de la ferme. Elle avait quitté la Creuse 3 mois plus tôt avec sa tante, après l'incident dont plus personne ne parlait, après les séances de gestion de la colère ordonnées par le tribunal, le casier judiciaire juvénile scellé et la tombe de son grand-père près de laquelle elle s'était tenue, faisant des promesses qu'elle comptait bien tenir. La Côte d'Azur ressemblait à une autre planète, un univers de palmiers, de météo parfaite et d'élèves qui n'avaient jamais passé une aube à curer des box ou un crépuscule à réparer des clôtures. Le hall principal s'étendait devant elle comme un fleuve de sacs de marque et de baskets hors de prix, sous le bourdonnement des néons, rythmé par la percussion des casiers qui claquaient. Elle gardait la tête baissée et les épaules légèrement voûtées, se faisant plus petite que son mètre 75, essayant de ne pas attirer l'attention sur les taches de rousseur qui parsemaient son nez, sur ses mains calleuses ou sur le fait que ses vêtements venaient d'Emmaüs plutôt que des centres commerciaux. La première semaine s'écoula dans un brouillard de couloirs inconnus et de déjeuners silencieux. Le lycée Jean Moulin, construit dans les années 70 et mal rénové, était un labyrinthe de longs corridors reliant l'aile des salles de cours au gymnase, avec une cour extérieure aux bancs en béton où les élèves se regroupaient selon des hiérarchies sociales prédéterminées, et une cafétéria qui sentait perpétuellement la pizza industrielle et l'eau de Javel. Landry naviguait dans ces espaces comme une éclaireuse en territoire hostile, identifiant les sorties et les recoins tranquilles, apprenant quels sanitaires restaient vides pendant le déjeuner et quels professeurs levaient vraiment les yeux de leur bureau. Elle avait choisi un casier près de la salle d'art plastique où le passage se raréfiait l'après-midi et gardait la tête baissée en classe, ne répondant aux questions que lorsqu'on l'interrogeait directement. Son emploi du temps comprenait la spécialité SVT, la littérature et langues étrangères, les mathématiques et une option poterie qui lui permettait de travailler de ses mains dans un silence réconfortant. Personne ne lui parlait, à l'exception des professeurs faisant l'appel. Tout commença doucement, comme toujours dans ces cas-là. Elle sortait de la bibliothèque un jeudi après-midi, les bras chargés de livres pour un exposé d'histoire, quand quelqu'un la bouscula assez fort pour la faire trébucher. Les livres s'éparpillèrent sur le lino poli dans une cascade de chocs sourds. Un groupe d'élèves passa en riant, sans même lui jeter un regard. Landry s'agenouilla et ramassa les livres lentement, méthodiquement, contrôlant sa respiration comme grand-père le lui avait appris, inspirer par le nez, expirer par la bouche, trouver son centre, ne pas réagir. Le vendredi, quelqu'un avait écrit « La paysanne » sur son casier au marqueur indélébile. Elle passa un quart d'heure à frotter l'inscription avec un produit de nettoyage emprunté au concierge, la mâchoire serrée mais les mains stables. Le lundi suivant apporta une chaleur automnale et une attention accrue. Elle était assise seule à la cafétéria, sa place habituelle, au bout d'une table près de la sortie de secours, quand une ombre s'abattit sur son plateau. 3 élèves se tenaient là, 2 filles encadrant un grand garçon aux mèches coûteuses, dans ses cheveux bruns, vêtu d'un blouson Teddy, proclamant son appartenance à l'équipe de basket du lycée. Il s'appelait Brice Walter, et elle avait vite appris que le lycée Jean Moulin gravitait autour d'élèves comme lui, de la même manière que les planètes orbitent autour des étoiles. Son père possédait la moitié de l'immobilier commercial de la ville et siégeait au conseil d'administration du lycée. Son frère aîné avait eu son bac avec mention très bien avant de devenir une sorte de ponte de la tech, et Brice, lui-même, se déplaçait dans les couloirs avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. « T'es à la place de Jenna », dit-il, sa voix portant cette nuance particulière de mépris amusé qui vient de ceux qui n'ont jamais eu à craindre les conséquences. Landry leva lentement les yeux, son regard noisette croisant le sien un bref instant avant de retomber sur son déjeuner. « J'ai vu aucun nom », répondit-elle doucement, rassemblant déjà ses affaires. « Je te le dis maintenant. »
Il se pencha en avant, les mains appuyées sur le bord de la table. La paysanne. Le surnom atterrit comme une marque au fer rouge, et elle entendit des ricanements se propager depuis les tables voisines. Des élèves, absorbés par leur propre conversation, se tournèrent pour regarder, flairant le divertissement. Landry se leva sans un mot de plus, jeta son déjeuner à moitié mangé à la poubelle et sortit par les portes latérales dans la cour. Derrière elle, les rires la suivirent comme de la fumée. Elle trouva un banc vide près du bâtiment d'art plastique et y termina son sandwich, fixant la haie de laurier rose qui séparait le terrain du lycée du parking, pensant à la terre rouge de la Creuse et aux mains burinées de son grand-père, lui apprenant à bander ses articulations, pensant à la promesse qu'elle avait faite et à la raison pour laquelle elle comptait tant. Sa main droite se fléchit inconsciemment, la mémoire musculaire voulant former un point correct, voulant se souvenir de la posture, de la rotation des hanches et de la façon de mettre tout son corps derrière un direct. Elle s'arrêta, aplatit sa paume contre sa cuisse et respira. Cet après-midi-là, quelqu'un fit tomber son sac à dos du banc dans le couloir entre deux cours. Mercredi, son casier ne s'ouvrait plus parce que quelqu'un avait coincé du chewing-gum dans le mécanisme. Vendredi, elle constata que son manuel de SVT avait disparu de son sac. Elle le retrouva finalement dans une poubelle à l'extérieur du gymnase. Chaque incident était assez mineur pour passer pour un accident ou une coïncidence, mais le schéma était indubitable. Elle avait déjà vu ça, en Creuse, dans son ancien collège, avant d'y mettre un terme d'une manière qui avait laissé un garçon avec une clavicule cassée et une épaule démise, et elle, debout devant un juge pour enfants, écoutant des sermons sur la réponse disproportionnée et la gestion de la colère. Cela avait été la fin de sa carrière junior en MMA à 15 ans, la fin de la compétition qui lui avait donné un but, le début de la compréhension que son entraînement s'accompagnait de responsabilités qu'elle avait bafouées. La deuxième semaine, l'intensité monta d'un cran. Brice avait deux compagnons constants qui gravitaient autour de lui comme des lunes, Tristan Colbert, dont la fortune familiale provenait de vignobles du Bordelais, et qui possédait la cruauté calculée de quelqu'un ayant appris à survivre en n'étant jamais le plus faible, et Madison Frey, dont les traits parfaits et la personnalité acérée faisaient d'elle la reine de la hiérarchie sociale de Jean Moulin. Ils avaient apparemment décidé que la nature calme de Landry signalait la faiblesse plutôt que la retenue. Le mardi matin, Tristan renversa accidentellement son café sur sa veste dans le hall principal. Elle resta là, le liquide brun dégoulinant de la toile, tandis que les élèves passaient en flot continu, sortant leur téléphone de leur poche pour immortaliser l'instant. Elle retira sa veste sans un mot, la mit en boule et se dirigea vers son premier cours en simple t-shirt, sentant 50 paires d'yeux suivre ses mouvements comme des proies observant un prédateur décidé s'il doit donner la chasse. Ce midi-là, au déjeuner, Madison s'assit juste en face d'elle à la table, par ailleurs vide. « Tu sais que tout le monde te trouve bizarre, pas vrai ?» dit-elle d'un ton conversationnel en examinant ses ongles manucurés. Genre agressivement bizarre. « Tu t'habilles comme une SDF, tu sens l'étable, et tu as à peu près autant de personnalité qu'un piquet de clôture. » Landry mâcha lentement son sandwich, sans lever les yeux. À la ferme, elle avait appris à lire le bétail. La position des oreilles d'un cheval, la répartition du poids d'une vache, avant qu'elle ne décide de ruer, la façon dont un animal effrayé télégraphiait ses intentions. Madison émettait des signaux d'agression aussi clairs que n'importe quel animal de ferme, tout en posture hérissée et les yeux fixés sur sa cible. Mais Landry n'allait pas mordre à l'hameçon. Elle ne pouvait pas se le permettre. « Tu m'écoutes, au moins ?» La voix de Madison monta légèrement, attirant l'attention des tables voisines. « Mon Dieu, on dirait un zombie. Tu sais parler, au moins ?» Landry termina son sandwich, s'essuya les mains sur une serviette et se leva sans un mot. Elle s'éloigna, tandis que le rire de Madison résonnait derrière elle, aigu et théâtral. Dans les toilettes, elle s'enferma dans une cabine et resta là,
respirant à travers le cocktail familier d'humiliation et de fureur, ses mains tremblant légèrement avant qu'elle ne les maîtrise. Elle compta jusqu'à 100 en espagnol, comme son grand-père le lui avait appris, se concentrant sur les chiffres, la prononciation, le rythme qui repoussait l'émotion dans une boîte verrouillée. Puis elle se lava les mains à l'eau froide, s'en aspergea le visage et se rendit à ses cours de l'après-midi comme si de rien n'était. À la fin de cette semaine, quelqu'un avait créé un compte Instagram dédié à se moquer d'elle. Elle n'avait pas de réseaux sociaux elle-même, une des règles de sa tante pour éviter les ennuis, mais ses camarades s'assuraient qu'elle soit au courant. Ils laissaient leur téléphone face visible sur leur bureau quand elle passait, affichant des captures d'écran de publications, la traitant de « déchets de la ferme », de « pécnaude », et pire encore. Quelqu'un avait photoshopé son visage sur le corps d'une vache. Une autre publication la montrait, marchant vers l'arrêt de bus, avec la légende « Trouver la reine du camping ». Elle avait vu 47 j'aime quand un élève avait incliné son téléphone vers elle à la bibliothèque. Cette nuit-là, allongée dans son lit dans la chambre d'amis de sa tante, elle fixa le plafond en pensant au gymnase de Guéret où elle s'était entraînée depuis ses 12 ans, pensant à son entraîneur qui lui avait dit qu'elle avait un vrai potentiel si elle pouvait apprendre la discipline, pensant à la façon dont son corps savait comment bouger lorsqu'il était menacé. Le transfert de poids automatique, la garde qui se lève, les innombrables heures d'exercice qui vivaient dans sa mémoire musculaire comme une seconde langue. 3 semaines après la rentrée, elle avait établi un schéma de survie. Arriver tôt, garder la tête baissée, éviter complètement la cafétéria en mangeant dans la salle d'art plastique ou à la bibliothèque. Sa professeure de poterie, Madame Chen, ne posait pas de questions sur les raisons pour lesquelles elle préférait passer son déjeuner penché sur le tour, et le bibliothécaire, Monsieur Fournier, semblait se contenter de la laisser occuper la table du fond tant qu'elle restait silencieuse. Elle avait cartographié chaque couloir, chaque cage d'escalier, chaque sortie. Elle connaissait les itinéraires que Brice et ses amis favorisaient et en prenaient d'autres. Elle se déplaçait dans le lycée Jean Moulin comme un fantôme, essayant d'être invisible, essayant d'honorer la promesse faite sur la tombe de son grand-père de ne plus jamais utiliser son entraînement pour la violence. Mais l'invisibilité était apparemment impossible quand quelqu'un avait décidé que vous étiez un divertissement. L'incident de la cafétéria eut lieu un mercredi de fin septembre. Landry avait mal calculé. Son cours de l'après-midi avait été annulé et elle avait pensé que la cafétéria serait presque vide. Elle avait tort. Elle venait de s'asseoir avec son déjeuner quand tout le groupe de Brice s'abattit sur elle comme un orage. Avant qu'elle ne puisse rassembler ses affaires, Tristan avait attrapé son sac en papier et le fouillait, tandis que Madison lui barrait le chemin vers la sortie. « Oh mon Dieu, c'est quoi, ça ?» Tristan brandit son sandwich comme s'il était radioactif. « C'est... tu l'as fait toi-même, c'est genre de la vraie nourriture faite maison. » Son ton donnait l'impression qu'il parlait d'une maladie. « Rends-le-moi, » dit Landry doucement en se levant. « Rends-le-moi » imita Brice d'une voix suraiguë, et la douzaine d'élèves aux tables voisines rirent sur commande. « Tu vas faire quoi, la paysanne? Me défier à un concours d'épluchage de maïs ?» Elle sentait son rythme cardiaque s'accélérer. Pas vraiment par peur, mais à cause de l'effort de réprimer son instinct. Son corps voulait bouger, voulait entrer à portée et contrôler le poignet de Tristan, récupérer son bien avec la clé articulaire qui le forcerait à tout lâcher. Au lieu de cela, elle resta parfaitement immobile, les mains le long du corps, respirant délibérément. « Rends-le-moi, c'est tout », répéta-t-elle. Tristan lança le sandwich à Madison, qui l'attrapa et le jeta immédiatement à Brice, qui le projeta à travers la cafétéria où il explosa contre le mur en une gerbe de pain et de dinde. La salle éclata de rires et d'applaudissements. Landry sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Pas vraiment de la colère, mais du calcul. Elle mesurait les distances, comptait les adversaires, évaluait l'environnement avec le même détachement analytique que son ancien entraîneur lui avait inculqué. 3 cibles principales, 2 secondaires,
plusieurs points de sortie, des surfaces dures à éviter, une densité de foule qui empêcherait des mouvements nets. Puis elle se ressaisit, horrifiée. Elle était en train de planifier un combat. Elle faisait exactement ce qu'elle avait promis de ne plus jamais faire. Elle sortit, se retourna simplement et passa devant Madison, devant les élèves hilars avec leur téléphone levé, devant un surveillant qui avait été témoin de toute la scène sans rien faire, et sortit par les doubles portes sous un soleil qui ressemblait à un jugement. Dans les toilettes, elle se tint au lavabo, les mains crispées sur le bord en porcelaine, fixant son reflet. Son visage était rouge, sa mâchoire serrée, ses yeux portant cette dureté qu'elle avait tant travaillé à adoucir. Elle ressemblait à la fille qui avait mis Dylan Robert à l'hôpital en Creuse, la fille qui avait perdu le contrôle, la fille qu'elle essayait de ne pas être. Elle s'aspergea le visage d'eau froide et se força à respirer jusqu'à ce que l'énergie dangereuse se dissipe. Ce soir-là, elle dit à sa tante qu'elle allait courir, puis passa 90 minutes dans un parc à 5 kilomètres de la maison à travailler ses enchaînements. Shadowboxing, exercice de jeu de jambes, changement de niveau, projection de hanches dans le vide. Son corps chantait avec les mouvements familiers, tout était exactement à sa place, la puissance coulant de ses jambes à travers son tronc et sortant par ses poings dans des combinaisons qui pouvaient mettre à terre quelqu'un de 2 fois sa taille, si elle le permettait. Elle s'était principalement entraînée au jiu-jitsu brésilien, mais son grand-père avait été boxeur, et son ancien club offrait suffisamment d'entraînements croisés pour qu'elle devienne compétente en lutte et en muay thai. Elle avait été bonne, vraiment bonne, 16 ans et déjà des combats contre des adultes sur le circuit amateur. Puis elle avait utilisé ses compétences en dehors du ring et appris la différence entre le sport et la violence. Octobre arriva avec un temps légèrement plus frais et un harcèlement croissant. Il vandalisait son casier chaque semaine maintenant, des dessins grossiers, d'autres inscriptions « La paysanne », une fois même une poignée de terre jetée par les fentes de ventilation qu'elle dut aspirer. Son exil des réseaux sociaux signifiait qu'elle ne voyait pas la plupart du harcèlement en ligne, mais ses camarades s'assuraient de l'informer des nouvelles publications. Quelqu'un avait lancé un sondage. Combien de temps avant que la paysanne abandonne? Elle avait entendu dire qu'il y avait plus de 200 votes. Les professeurs continuaient d'être témoins d'événements et de ne rien faire. Un coup d'épaule qui envoyait ses livres volés. Une blague sur ses vêtements qui faisait rire toute la classe. Les commentaires constants de Brice chaque fois qu'elle était interrogée dans le cours de SVT qu'il partageait. Peut-être que la paysanne peut nous parler de la reproduction des vaches, avait-il dit lors d'un cours sur la génétique. Et M. Adam avait même souri avant de passer à autre chose sans commentaire. Elle survivait en compartimentant. Le lycée n'était que des heures à endurer. La maison était un sanctuaire où la petite maison de sa tante en périphérie de la ville ressemblait à un périmètre de sécurité. La longue course jusqu'au parc et retour 3 soirs par semaine empêchait son corps de retourner l'énergie contenue vers l'intérieur en dépression. Elle travaillait sa poterie avec une intensité concentrée, créant des bols et des vases que Madame Chen louait pour leurs lignes fortes et pures. Elle lisait des romans à la bibliothèque, disparaissant dans d'autres mondes où les protagonistes affrontaient des méchants clercs et se battaient avec une certitude morale. La vraie vie était plus compliquée. La vraie vie avait des ordonnances du tribunal, des casiers scellés et des promesses faites à des grands-pères morts qu'il avait assez aimés pour essayer de lui apprendre le contrôle. L'intérêt romantique arriva un jeudi matin début octobre, bien que Landry n'en reconnut pas immédiatement l'importance. Elle était à la bibliothèque avant le début des cours, lisant à sa table habituelle au fond, quand quelqu'un tira la chaise en face d'elle. Elle leva les yeux et vit une élève qu'elle reconnaissait vaguement de son cours de poterie, grande et mince, avec des cheveux bouclés foncés, attachés en un chignon désordonné, portant un jean taché de peinture et un t-shirt de groupe vintage, proclamant son allégeance à un groupe dont Landry n'avait jamais entendu parler. « Tu es Landry, c'est ça ?»
dit l'élève, sa voix portant une chaleur facile. Je suis Bellamy Chen, la fille de Madame Chen. J'ai vu ton travail en poterie, ton centrage est incroyable. Landry cligna des yeux, momentanément déstabilisé. Personne n'avait engagé de conversation amicale avec elle depuis son arrivée à Jean Moulin. Merci, parvint-elle à dire. Je suis sérieuse. La plupart des gens luttent avec le centrage pendant des mois. Tu donnes l'impression que c'est sans effort. Bellamy se pencha en arrière sur sa chaise, complètement à l'aise. Où as-tu appris? Mon grand-père m'a appris. En Creuse. Les mots sortirent prudemment, testant si c'était le prélude à une autre blague. La Creuse. Ça explique l'excellente technique pour faire basculer les vaches dont j'ai tant entendu parler. L'expression de Bellamy resta complètement impassible pendant 3 secondes avant de s'épanouir en un large sourire. C'est une blague. Une mauvaise. Désolé. Madison et sa bande sont des connards. Je voulais que tu saches que tout le monde ici n'est pas comme ça. Quelque chose dans la poitrine de Landry se desserra légèrement. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je t'ai vu encaisser leur saloperie avec plus de grâce qu'ils n'en méritent, et je me suis dit que tu pourrais apprécier d'avoir une personne qui ne soit pas activement horrible. Bellamy haussa les épaules. Et aussi parce que quiconque peut tourner un bol aussi propre doit être intéressant au-delà du personnage superficiel de paysanne qu'ils t'ont assigné. Elles parlèrent pendant 20 minutes avant que la première sonnerie ne retentisse. De techniques de poterie, des différences entre la Creuse et la Côte d'Azur, de la passion de Bellamy pour la photographie et de ses projets d'étudier l'art à l'université. La conversation était comme de l'eau après une sécheresse, rappelant à Landry que l'interaction sociale normale existait au-delà du harcèlement et de l'isolement. En se séparant, Bellamy dit « On refait ça, peut-être pour le déjeuner un de ces jours, si tu peux supporter la politique de la cafétéria. » Landry se surprit à sourire pour la première fois depuis des semaines. L'amitié se développa avec la prudence de ceux qui testent si la confiance est justifiée. Elles commencèrent à déjeuner ensemble à la bibliothèque, Bellamy apportant de la nourriture de la maison et Landry faisant progressivement de même. Il était facile de parler à Bellamy, véritablement intéressé par le passé de Landry, n'insistant jamais lorsque certains sujets créaient une tension visible, prête à mener la conversation quand Landry avait du mal avec les mots. Elle apprit que Bellamy était farouchement indépendante, qu'elle avait grandi en partageant son temps entre la maison de sa mère ici et celle de son père à Paris, qu'elle prenait la photographie au sérieux depuis des années et avait un portfolio rempli d'images austères en noir et blanc, capturant l'étrange beauté de la banlieue californienne. Elle ne fréquentait pas les groupes populaires, mais n'était pas non plus impopulaire. Elle existait dans cet espace intermédiaire d'élèves assez intéressants pour être respectés, mais trop individualistes pour se soucier de la hiérarchie sociale. « Tu sais que Brice m'a demandé de sortir avec lui l'année dernière », mentionna nonchalamment Bellamy pendant un déjeuner à la mi-octobre. « Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé et il a passé 2 semaines à s'assurer que tout le monde sache que j'étais incasable. C'est passé finalement, mais il a un vrai problème avec le rejet. » Landry traita cette information. Il a un problème avec le fait de ne pas avoir le contrôle. Exactement. Bellamy la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'appréciation. La plupart des gens ne voient pas ça. Ils voient juste l'argent, le physique et les stats de basket. Mais en dessous, il est désespérément peu sûr de lui, ce qui le rend dangereux. Ce fut le jour même où Brice remarqua leur amitié. Lui et son groupe quittaient la bibliothèque juste au moment où Landry et Bellamy s'installaient pour déjeuner. Et Landry vit l'instant de reconnaissance traverser son visage, ce calcul prédateur qui signifiait qu'il avait identifié un nouveau levier. 2 jours plus tard, Madison s'arrangea pour s'asseoir près d'elle en cours de poterie, faisant des observations bruyantes sur les cas sociaux et les gens qui adoptent des chiens errants. Bellamy répondit en faisant tourner le tour de potier assez fort pour la couvrir, mais le message était clair.
En se liant d'amitié avec Landry, Bellamy s'était peinte une cible dans le dos. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Landry doucement après le cours. « De traîner avec moi, je veux dire. Ça te rend les choses plus difficiles. » Bellamy la regarda comme si elle avait parlé une langue étrangère. « Landry, je ne suis pas ami avec toi par charité. J'aime vraiment te parler. Si Brice veut piquer une crise à ce sujet, c'est son problème, pas le mien. » Mais cela devint leur problème au cours des semaines suivantes. Le harcèlement qui s'était concentré exclusivement sur Landry s'étendit désormais à Bellamy. Quelqu'un écrivit « Le toutou de la paysanne » sur le casier de Bellamy. Ces tirages photographiques qui avaient été accrochés dans le couloir de la salle d'art plastique disparurent, pour réapparaître déchirés et éparpillés dans la cour. Quand elles déjeunaient ensemble à la bibliothèque, des élèves passaient en faisant des bruits d'animaux ou en chuchotant des insultes à voix haute. Tristan lança la rumeur qu'elles sortaient ensemble, ce qui déclencha une autre vague de publications sur les réseaux sociaux dont Landry n'entendit parler que de manière indirecte. Elle se sentait rongée par la culpabilité. Cette personne confiante et talentueuse souffrait à cause de son association avec elle. Mais Bellamy semblait imperturbable, ou du moins déterminée à ne pas le montrer. « J'ai connu pire », dit-elle lorsque Landry s'excusa pour la 10e fois. « Mes parents ont eu un divorce assez moche quand j'avais 13 ans. Il y a eu toute une année où les enfants trouvaient hilarant de faire des blagues sur ma famille. J'ai survécu. Ce n'est que Brice qui fait du Brice. » Elles étaient dans la cour un après-midi de fin octobre, assises sur un banc près des lauriers roses, quand Bellamy posa la question que Landry redoutait. « Alors, c'est quoi ton histoire, en fait? Et ne dis pas que tu n'en as pas. Personne ne se déplace avec autant de précautions que toi, à moins de porter quelque chose de lourd. » Landry fixe le chemin en béton devant elle. Une feuille morte passa en crissant, poussée par la brise d'octobre. J'ai eu des problèmes dans mon ancien collège. Je me suis battu, c'est allé trop loin. À quel point? Au point d'aller à l'hôpital, au point d'avoir une ordonnance du tribunal, au point d'avoir un casier scellé et une obligation de suivi pour la gestion de la colère. Bellamy absorba cela sans réaction visible. Tu te défendais? Ouais. La mâchoire de Landry se contracta. Ce type me harcelait depuis des mois. Il me bousculait, m'insultait, les saloperies habituelles. Un jour, il m'a poussé contre un casier et je ne me suis pas arrêté quand j'aurais dû. Il a attrapé mon bras et j'ai juste réagi. Clavicule cassée, épaule démise. Il est tombé et s'est cogné la tête. Commotion cérébrale. Bordel. Je m'entraînais depuis l'âge de 12 ans. Jiu-jitsu brésilien principalement. Un peu de boxe, un peu de lutte. Mon grand-père m'a appris l'autodéfense, mais j'ai fini par devenir assez bonne pour la compétition. Circuit MMA amateur. Je gagnais des combats contre des adultes à l'âge de 15 ans. Elle regarda enfin Bellamy. Le tribunal a appelé ça une réponse disproportionnée, a dit que j'avais utilisé une force excessive. Mon entraîneur a dû témoigner de mon niveau d'entraînement. Le juge a dit que j'aurais dû savoir mieux, qu'avec mes compétences, j'aurais pu contrôler la situation sans le blesser aussi gravement. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'il avait raison, que j'avais perdu le contrôle, que ça n'arriverait plus. La voix de Landry devint plate. Mon grand-père est mort 2 semaines après l'audience. Crise cardiaque. Avant de mourir, je lui ai promis que je n'utiliserai plus jamais mon entraînement comme ça, que je trouverai un autre moyen. Bellamy resta silencieuse un long moment. C'est donc pour ça que tu ne te défends pas maintenant, avec Brice et les autres. Je ne peux pas. J'ai fait une promesse. Et l'ordonnance du tribunal dit que tout incident violent avant mes 18 ans m'envoie en centre éducatif fermé. Il me reste 8 mois avant mon anniversaire. Elle rit sans humour. 8 mois à être un punching ball. Landry. La voix de Bellamy portait une intensité soudaine. Tu sais qu'il y a une différence entre se défendre et aller trop loin, non? Ce que Brice fait, c'est du harcèlement.
S'il te coince, toi ou moi, et que tu te défends, ce n'est pas rompre une promesse. Je ne peux pas me faire confiance pour m'arrêter. L'aveu lui coûta quelque chose. Quand je suis dans ce mode, quand je passe en mode combat, je suis bonne. Vraiment bonne. Et c'est dangereux. Alors je n'y vais tout simplement pas. Elles restèrent assises en silence tandis que les élèves se dirigeaient en flot vers les parkings et les bus. Finalement, Bellamy dit « Je ne vais pas te dire quoi faire. Mais je dirais que te sacrifier pour tenir une promesse faite à quelqu'un qui est mort ne lui rend pas honneur. Ça ne fait que te blesser. » Les mots se posèrent dans la poitrine de Landry comme des pierres. Novembre apporta un temps plus froid et une pression accrue. Landry la sentait monter comme les animaux sentent les changements de temps, ce changement atmosphérique qui signifiait que la violence approchait. Brice était passé d'une cruauté désinvolte à quelque chose de plus ciblé. Il avait commencé à la suivre entre les cours, pas assez près pour que ce soit évident, mais assez pour qu'elle se sente constamment observée. Tristan avait pris l'habitude de la heurter accidentellement, dans les couloirs, des coups d'épaule durs qui la faisaient trébucher. Madison organisait ses amis pour qu'elle s'assoie à n'importe quelle table que Landry choisissait à la bibliothèque, la forçant à se déplacer à plusieurs reprises jusqu'à ce que Madame Chen commence à la laisser déjeuner dans l'atelier de poterie. Le harcèlement sur les réseaux sociaux s'intensifia en quelque chose de plus sombre. Quelqu'un créa un compte à rebours jusqu'à son inévitable abandon. Et un autre sondage pour savoir si elle allait finalement péter les plombs et faire un carnage au lycée. Cette dernière publication la rendit physiquement malade. Elle n'était pas violente, pas dangereuse de la manière dont il le laissait entendre. Elle s'était entraînée pour le sport, pour l'autodéfense, pour la discipline et la concentration que son grand-père avait promise pour lui donner de la force. Mais elle avait prouvé qu'elle pouvait blesser des gens, et maintenant des inconnus spéculaient sur sa capacité à en blesser d'autres. Elle restait éveillée la nuit, à penser à la Creuse, aux parents de Dylan Robert, lui hurlant dessus au tribunal, à la façon dont son grand-père l'avait regardée avec un mélange de déception et d'amour quand elle lui avait raconté ce qu'elle avait fait. Bellamy devint son ancre dans les ténèbres de novembre. Elles passaient de plus en plus de temps ensemble, après les cours dans l'atelier de poterie, les week-ends chez Bellamy où sa mère accueillait Landry avec chaleur et ne posait jamais de questions indiscrètes, de longues promenades dans le quartier où elle pouvait parler sans l'atmosphère oppressante du lycée. Landry se surprit à s'ouvrir comme elle ne l'avait fait avec personne depuis la mort de son grand-père. Elle parla à Bellamy de la ferme en Creuse, du curage des box avant l'aube et de la satisfaction du travail physique intense, de sa mère qui était partie quand elle avait 8 ans et de son père mort en Afghanistan quand elle en avait 10, de son grand-père l'élevant seul à la ferme tout en lui apprenant à boxer dans la grange en utilisant un sac de frappe suspendu aux poutres. « Il voulait que je sois assez forte pour me protéger », expliqua-t-elle un samedi après-midi chez Bellamy. Elles étaient dans le jardin, Bellamy photographiant la façon dont la lumière de fin d'après-midi filtrait à travers un érable du Japon, tandis que Landry était assise sur les marches de la terrasse. Après la mort de mon père, il est devenu vraiment obsédé par le fait de s'assurer que je puisse me débrouiller. Mais il m'a aussi martelé que la force sans discipline n'était que de la violence, que le but de l'entraînement n'était pas de blesser les gens, mais de comprendre comment ne pas avoir besoin de le faire. On dirait un homme bien. Il l'était. C'est pourquoi rompre ma promesse envers lui, c'est comme le trahir à nouveau. Bellamy baissa son appareil photo et vint s'asseoir à côté d'elle. Tu ne l'as pas rompue. Tu la tiens chaque jour en ne ripostant pas. Ça ne semble pas suffisant. Elles restèrent assises dans un silence confortable, tandis que la lumière passait du doré à l'ambré. Landry sentit l'épaule de Bellamy contre la sienne et pensa à quel point elle avait été affamée de simples contacts humains, à quel point ces contacts désinvoltes comptaient
quand on vous avait fait vous sentir intouchable. Quand le téléphone de Bellamy vibra avec un texto, elle y jeta un œil et grimaça. Madison fait une soirée ce soir. Elle s'est assurée de m'envoyer l'adresse par texto avec une note disant que je ne suis pas invité, mais que tu l'es. Pour la blague, évidemment. Landry sentit la tension familière dans sa poitrine. Créatifs. Ils sont à court d'idées. C'est là qu'ils deviennent dangereux. Bellamy la regarda sérieusement. Le genre de Brice ne gère pas bien l'ennui. Quand le harcèlement normal n'obtient plus de réaction, ils passent à la vitesse supérieure. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Je ne sais pas, mais je pense que tu devrais te préparer à quelque chose de gros. Le quelque chose de gros arriva le lundi suivant. Landry arriva au lycée pour trouver toutes les surfaces qu'elle utilisait régulièrement vandalisées. Son casier, son espace de travail dans l'atelier de poterie, sa table habituelle à la bibliothèque, même son bureau attitré en SVT, tous couverts de dessins grossiers et d'insultes. Mais le pire était la cafétéria. Quelqu'un avait pris le temps, pendant le week-end, de créer une immense bannière suspendue au plafond au centre de la salle. La paysanne, retourne à l'étable où est ta place, avec une image mal dessinée d'une vache avec le visage de Landry. La cafétéria éclata de rire quand elle entra pour le déjeuner, des dizaines de téléphones sortant pour capturer sa réaction. Elle resta là pendant 3 secondes qui semblèrent des heures, fixant son visage sur le corps d'une vache, tandis que des élèves à qui elle n'avait jamais parlé hurlèrent de rire. Puis elle se retourna et sortit, la colonne vertébrale droite et le visage impassible, refusant de leur donner plus de matière. Elle atteignit les toilettes avant que ses mains ne se mettent à trembler, avant que la rage qu'elle contenait depuis des mois ne menace de jaillir de la boîte verrouillée où elle la gardait. Elle se tint au lavabo, respirant et comptant de nouveau en espagnol, uno, dos, tres, quatre, jusqu'à ce que le danger immédiat soit passé. Bellamy la trouva là 20 minutes plus tard. Elle jeta un coup d'œil à son visage et dit « Je vais voir le proviseur. Ne fais pas ça. » Landry, ça a été trop loin. Cette bannière, c'est du harcèlement ciblé. L'administration doit faire quelque chose. Ils ne feront rien. Landry s'aspergea le visage d'eau froide. Le père de Brice est au conseil d'administration. La famille de Tristan fait des dons au département sportif. La mère de Madison est présidente de l'APE. Tu penses que quelqu'un va risquer son financement pour moi? Alors quoi, tu encaisses, c'est tout? Je n'ai pas le choix. Mais même en le disant, quelque chose dans sa voix portait une dureté qui fit légèrement reculer Bellamy. Cet après-midi-là, en SVT, M. Adam assigna un projet de groupe. Par tri alphabétique, Landry se retrouva en partenariat avec Brice et Tristan. Elle vit la chose se produire avec un sentiment d'inévitabilité, comme regarder des nuages d'orage s'accumuler. Brice lui sourit à travers la salle de classe, un sourire tout en dents et en méchanceté. Après le cours, il la coinça dans le couloir près de l'aile des sciences. « Ça va être amusant », dit-il, se tenant trop près. Tristan le flanquait, bloquant son chemin de sortie. « Tu vas faire tout le travail, évidemment. Puisque tu es la paysanne, tu dois tout savoir sur la génétique et l'élevage. » Son ton rendait les mots obscènes. Landry garda les yeux fixés sur sa clavicule. Regarder vers le bas signifiait la soumission, mais croiser son regard risquait l'escalade. « Je ferai ma part du projet. »« Ta part ?» Brice rit. « Ta part, c'est tout ce que je te dirai de faire. Tu vas faire la recherche, écrire le dossier, créer la présentation, et quand on la présentera, tu resteras là à sourire pendant que je m'en attribuerai le mérite. Parce que c'est comme ça que ça marche. » Elle sentit son contrôle lui échapper. Son poids s'était légèrement déplacé vers l'avant sur la pointe des pieds, son centre de gravité s'abaissant en préparation automatique au mouvement. Ses mains voulaient se lever en position de garde. Elle se ressaisit, força son corps à revenir à une position neutre, força sa respiration à se stabiliser. « D'accord, d'accord », imita-t-il. Puis, il se pencha encore plus près, son souffle chaud sur son visage.
Tu sais ce que je pense, la paysanne? Je pense que tu n'es même pas vraiment si passive. Je pense que tu as juste peur. Je pense que si je te poussais maintenant, tu te mettrais probablement à pleurer. Sa main se leva comme s'il allait la bousculer. Le corps de Landry bougea avant que son cerveau n'ait pleinement traité l'information. Sa main jaillit et attrape son poignet, sa prise contrôlée mais sans équivoque. Les doigts positionnés exactement comme il fallait pour appliquer une clé articulaire douloureuse si elle choisissait de tourner sa main. Pendant une seconde figée, ils restèrent là, sa main enroulée autour de son poignet, ses yeux à lui écarquillés de surprise, Tristan reculant par réaction automatique au changement soudain de dynamique. Puis Landry réalisa ce qu'elle avait fait et le relâcha, reculant, le cœur battant à tout rompre. « Ne me touche pas », dit-elle doucement. Le visage de Brice passa par plusieurs expressions, choc, confusion, puis une rage qui se mua en quelque chose de calculateur. Il se frotta lentement le poignet, la fixant. « C'était quoi, ça ?»« Rien. Juste. Ne me touche pas. Ce n'était pas rien. C'était... » Il laissa sa phrase en suspens, encore en train de traiter l'information. Plusieurs élèves s'étaient arrêtés dans le couloir pour regarder. T'es quoi, une sorte de karatéka secrète ou un truc du genre? Landry ne répondit pas, se retourna simplement et s'éloigna avant que la situation ne puisse se détériorer davantage. Mais le mal était fait. Elle avait révélé quelque chose, laissé son entraînement transparaître à travers son contrôle minutieux. Elle pouvait sentir les yeux de Brice sur son dos tout le long du couloir, pouvait presque l'entendre recalculer tout ce qu'il pensait savoir sur elle. Ce soir-là, Bellamy l'appela, la voix tendue d'inquiétude. « Madison a posté quelque chose. Sur toi. C'est grave. » Landry n'avait pas de réseaux sociaux, mais Bellamy lui envoya quand même des captures d'écran. Quelqu'un avait filmé l'incident du couloir sur son téléphone. La vidéo montrait le moment où Landry avait attrapé le poignet de Brice, la façon dont elle avait bougé avec une vitesse et une précision réflexe, le choc sur son visage. La légende disait « La paysanne sait se battre », avec des dizaines de commentaires spéculant déjà sur ce qui s'était passé. « Elle a bougé comme une combattante », disait l'un. « T'as vu sa vitesse ?» disait un autre. Mais le pire, c'étaient les commentaires des amis de Brice. On s'en fout, c'est toujours une merde. Et de Brice lui-même, on va voir si elle est vraiment si dure. Ça va empirer, dit Bellamy inutilement. Landry resta allongé dans son lit cette nuit-là, fixant de nouveau le plafond, sachant que Bellamy avait raison. Elle leur avait montré un aperçu de ce dont elle était capable, et des gens comme Brice ne pouvaient pas laisser passer ça. Toute son identité dépendait du maintien de sa domination, de ne jamais paraître faible. Elle l'avait fait paraître surpris, peut-être même effrayé devant des témoins armés de caméras. Il allait riposter. Elle le savait avec la même certitude qu'elle savait que le soleil se lèverait. La question était de savoir ce qu'elle ferait quand il le ferait. La semaine suivante, Brice semblait recueillir des informations. Elle le surprenait à l'observer dans les couloirs, son expression pensive, plutôt couvertement agressive. Tristan posait des questions pointues sur l'endroit où elle avait vécu avant la Côte d'Azur, si elle faisait du sport, si elle avait déjà pris des cours d'arts martiaux. Elle donnait des réponses minimales et s'éloignait dès que possible, mais le sentiment d'être étudiée s'intensifiait de jour en jour. Pendant ce temps, Madison avait changé de tactique. Au lieu de harcèlement direct, elle avait commencé à répandre des rumeurs sur le passé violent de Landry, des demi-vérités mêlées à des inventions complètes, jusqu'à ce qu'il soit impossible de séparer le fait de la fiction. Les élèves chuchotaient à son sujet dans les couloirs. Les professeurs commencèrent à la surveiller plus attentivement pendant les cours. Bellamy devint plus protectrice, marchant avec Landry entre les cours, s'asseyant plus près à la bibliothèque, faisant connaître sa présence comme tampon et témoin. « Il prépare quelque chose », dit-elle un jeudi après-midi. Elles étaient dans l'atelier de poterie après les cours, Landry tournant un bol, tandis que Bellamy était assise sur un tabouret voisin, retouchant des photos sur son ordinateur portable. « Je le sens. Ils préparent un gros coup. »
Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Landry garda ses mains stables sur l'argile, la centrant avec une précision exercée. Le tour bourdonnait sous ses doigts. La même chose que j'ai faite jusqu'à présent. Rien. Landry. Je ne peux pas, bel ami. Tu sais que je ne peux pas. Mais sa voix manquait de conviction, même à ses propres oreilles. Elle était fatiguée, si désespérément fatiguée d'avoir peur, de marcher sur des œufs, de contenir une rage qui voulait sortir comme un animal en cage. La promesse à son grand-père semblait à la fois sacrée et insupportable. Encore 8 mois jusqu'à son 18e anniversaire. Encore 8 mois jusqu'à l'expiration de l'ordonnance du tribunal. Pourrait-elle survivre 8 mois de plus? Ce week-end-là, elle craqua et alla au parc non seulement pour courir, mais pour un entraînement sérieux. Elle l'avait évité, craignant que travailler ses compétences ne rende la tentation de les utiliser plus fortes, mais elle avait besoin de se défouler. Elle passa 2 heures à répéter des techniques, à travailler des enchaînements qui avaient autrefois été une seconde nature, découvrant que son corps se souvenait encore de tout malgré des mois de répression. Ses mains bandaient correctement pour la première fois depuis la Creuse, son jeu de jambes net et équilibré, sa respiration synchronisée avec le mouvement dans le rythme que son grand-père lui avait enseigné. Elle travailla jusqu'à ce que la sueur trempe ses vêtements et que ses muscles brûlent, et que l'énergie dangereuse se soit consumée pour ne laisser que des braises gérables. En rentrant au crépuscule, elle sentit quelqu'un se mettre à son pas à côté d'elle. Elle se tourna, prête à courir, et trouva Bellamy levant les 2 mains en signe de reddition. « Désolé, je ne voulais pas t'effrayer. Je passais en voiture et je t'ai vu. J'ai pensé que tu voudrais peut-être de la compagnie pour rentrer. » Elles marchèrent en silence pendant plusieurs pâtés de maison avant que Bellamy ne dise « Tu avais l'air différente, dans le parc, comme une personne complètement différente. » C'est celle que j'essaie de ne pas être. Peut-être que tu essaies de ne pas être les mauvaises parties d'elle. La voix de Bellamy était douce mais ferme. La partie de toi qui sait se battre ne te rend pas violente. C'est juste une compétence. C'est ce que tu en fais qui compte. J'en ai déjà fait quelque chose. J'ai blessé quelqu'un. Tu t'es défendu contre quelqu'un qui te faisait du mal, et à ce moment-là, tu es allé trop loin. Ça ne veut pas dire que tu es condamné à toujours aller trop loin. Ça veut dire que tu es humaine, que tu as fait une erreur et que tu en as tiré des leçons. Bellamy s'arrêta de marcher, forçant Landry à s'arrêter aussi. Mais refuser de te défendre à nouveau, ce n'est pas de l'équilibre. C'est juste un autre type d'extrême. Landry voulait argumenter mais ne trouvait pas les mots. Elles firent le reste du chemin jusqu'à la maison de sa tante dans un silence contemplatif. L'incident qui changea tout se produisit un mercredi de fin novembre, 3 semaines avant les vacances de Noël. Bellamy et Landry quittèrent la bibliothèque après le déjeuner, se dirigeant vers leurs cours respectifs de l'après-midi, quand le groupe de Brice les intercepta dans le hall principal. Le timing était parfait. Entre les cours, un maximum de passages, beaucoup de témoins. Brice se tenait directement sur leur chemin avec Tristan et Madison le flanquant, et derrière eux, 4 ou 5 autres élèves dont Landry ne connaissait pas les noms, mais dont les expressions hostiles rendaient leurs allégeances claires. « La paysanne », dit Brice, sa voix portant cette légèreté dangereuse qui précédait la violence. « On doit parler du projet de SVT. » « Pas maintenant. » Landry essaya de les contourner, mais Madison se déplaça pour la bloquer. « Si, en fait, maintenant. Tu vois, je ne pense pas que tu comprennes la situation. Tu te crois spécial parce que tu as attrapé mon poignet une fois. Mais tu n'es pas spécial. Tu es une merde. Et je vais le prouver. » Il sortit son téléphone, le leva pour qu'elle puisse voir l'écran. Il montrait une photographie de la maison de Bellamy. « C'est là que ta petite copine habite, non? Jolie maison. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. » Landry sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Tu la menaces? » « Je dis juste que ce serait dommage. Tu sais, si quelqu'un taguait la voiture de sa mère,
ou cassait tous ses objectifs d'appareil photo que je sais qu'elle garde dans sa chambre, ou peut-être partageait des photos vraiment embarrassantes d'elle que je n'ai absolument pas. Son sourire était reptilien. Bien sûr, rien de tout ça n'est obligé d'arriver. Tout ce que tu as à faire, c'est d'admettre ce que tu es, ici, devant tout le monde. Admettre quoi? Que tu n'es personne, que tu es un déchet de la ferme sans valeur qui n'a rien à faire ici. Dis-le. Sa voix monta. Dis, je suis un déchet sans valeur, et je laisserai Bellamy tranquille. Sinon... Il haussa les épaules. Le couloir était devenu silencieux. 50 élèves regardaient, les téléphones sortant des poches, flairant le spectacle. Landry sentit Bellamy se tendre à côté d'elle, sentit son propre rythme cardiaque s'emballer, sentit l'adrénaline familière commencer à inonder son système. Elle regarda le visage de Brice, la cruauté qui s'y lisait, le sentiment de supériorité, la certitude absolue qu'il avait gagné, Elle regarda les élèves qui observaient, la plupart avec des expressions de fascination mal à l'aise, quelques-uns avec de la culpabilité ou de la pitié, aucun ne voulant intervenir. Elle regarda Bellamy, dont la mâchoire était crispée, et dont la main avait trouvé la sienne, dont la présence était la seule chose qui empêchait Landry de prendre une terrible décision à cet instant précis. « Laisse-la en dehors de ça, » dit Landry doucement. « Alors dis-le. J'attends. » Le téléphone de Brice s'était levé, enregistrant maintenant. « Dis que tu es un déchet sans valeur, et je posterai cette vidéo pour que tout le monde sache que tu as enfin admis la vérité. Ensuite, on en aura fini. » Landry ouvrit la bouche, la referma, sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un poids qui l'oppressait depuis des mois se soulevant soudainement, laissant place à autre chose. De la rage, oui, mais aussi de la clarté. Une clarté froide et concentrée qu'elle avait ressentie sur le ring avant les grands combats. Cet état d'esprit où tout ralentissait et où elle pouvait voir 3 coups à l'avance. Elle pensa à son grand-père qui lui avait appris que la force n'était pas seulement de se battre, mais aussi de savoir quand se battre. Elle pensa à Bellamy qui était resté à ses côtés quand personne d'autre ne le faisait. Elle pensa à 8 mois de plus de cela, à être un punching ball, à laisser des gens comme Brice la définir. Elle pensa à la promesse qu'elle avait faite sur la tombe de son grand-père et pour la première fois, l'examina vraiment. Elle avait promis de ne jamais utiliser son entraînement pour la violence. Mais se défendre, était-ce de la violence? Protéger quelqu'un qu'elle aimait, était-ce de la violence? Ou est-ce que se laisser victimiser, elle et Bellamy, n'était qu'une autre forme de violence, la sorte lente, la sorte interne, celle qui tuait l'esprit au lieu du corps? Non, dit-elle. Le mot tomba dans le silence comme une pierre dans une eau calme. Brice cligna des yeux. Quoi? Non, je ne le dirai pas, je ne suis pas sans valeur, et tu le sais. Sa voix était calme, mais portait. Tu veux menacer Bellamy? Vas-y. Mais rien de ce que tu feras ne changera le fait que tu es un tyran et un lâche qui a besoin de l'argent de son papa et de ses amis pour se sentir puissant. Le visage de Brice passa par plusieurs nuances de rouge. Tu vas regretter ça. Probablement. Mais j'en ai fini d'avoir peur de toi. Madison s'avança. Tu te crois forte parce que tu l'as surpris une fois? C'était de la chance. Tu n'es rien. Peut-être. Les yeux de Landry ne quittèrent pas Brice. Mais je ne vais pas rester là à encaisser les abus. Tu veux continuer? Très bien, mais je ne jouerai pas la victime. Le changement d'atmosphère était palpable. Les élèves qui regardaient avec un détachement amusé se penchèrent maintenant en avant, sentant que la dynamique avait changé. Brice semblait véritablement choqué, quelle que soit la réponse à laquelle il s'attendait, un défi calme n'en faisait pas partie. Tristan posa une main sur l'épaule de Brice comme pour retenir un chien. « Tu vas regretter ça »,
répéta Brice, mais sa voix avait perdu une partie de sa certitude. Tu n'as aucune idée de ce que je peux faire. Et tu n'as aucune idée de ce que je peux faire, mais peut-être que tu es sur le point de le découvrir. Les mots quittèrent la bouche de Landry avant que son cerveau ne les ait pleinement approuvés. Trop tard maintenant. L'avertissement était lancé. Bellamy lui serra fort la main et l'entraîna à travers la foule qui s'écarta avec une certaine réticence, le long du couloir, tandis que des chuchotements éclataient derrière elle. Dans les toilettes, Bellamy se tourna vers elle, les yeux fous. « C'était quoi ça, bordel ?» « Je ne sais pas. » Les mains de Landry tremblaient maintenant, l'adrénaline la rattrapant. « C'est juste que je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus rester là, à le laisser gagner. Il va s'en prendre à toi, vraiment s'en prendre à toi maintenant. »« Je sais. » Landry s'aspergea le visage d'eau froide. « Je sais. Mais Bellamy, j'étais en train de mourir. Cette mort lente, où tu disparais petit à petit. Je ne peux plus faire ça. Alors, et maintenant? Maintenant, j'attends qu'il fasse son coup. Et quand il le fera... » Elle croisa le regard de Bellamy dans le miroir. « Je m'en occuperai. T'en occuper comment? Comme il le faudra. » L'attention au lycée pour le reste de la journée ressemblait à de l'électricité avant un éclair. Les élèves n'arrêtaient pas de jeter des regards à Landry dans les couloirs. Brice et son groupe avaient disparu après la confrontation, se regroupant, planifiant probablement. Les professeurs semblaient sentir que quelque chose avait changé, mais personne ne posait de questions. À la dernière sonnerie, Landry se sentait si tendue qu'elle aurait pu se briser. Bellamy la raccompagna à l'arrêt de bus et lui fit promettre d'envoyer un texto en arrivant à la maison. Ce soir-là, sa tante remarqua que quelque chose n'allait pas. « Ça va, ma chérie? Tu as l'air tendue. » Landry voulait tout déballer. Les mois de harcèlement, la menace envers Bellamy, la confrontation, la décision qu'elle avait prise de cesser d'être passive. Mais que pouvait faire sa tante, à part s'inquiéter? Juste des trucs de lycée. Ça va. Sa tante l'étudia avec des yeux qui en voyaient trop. Ton grand-père avait ce regard, juste avant de devoir prendre une décision difficile. Quoi que tu traverses, souviens-toi qu'il t'a appris la force, mais il t'a aussi appris le jugement, fais confiance aux deux. Cette nuit-là, Landry ne put dormir. Elle resta au lit à imaginer des scénarios, se préparant mentalement à tout ce que Brice ferait. Il ne pouvait pas laisser la confrontation du couloir sans suite. Toute sa position sociale dépendait du fait de ne jamais reculer, de ne jamais paraître faible. Il riposterait, probablement en public, probablement bientôt. Elle devait être prête, non pas pour commencer un combat, mais pour en finir un s'il se présentait. Elle pensa à la différence, à l'endroit où la promesse de son grand-père traçait réellement la ligne. Ne pas utiliser l'entraînement pour la violence. Mais l'autodéfense n'était pas de la violence, n'est-ce pas? C'était de la protection. C'était poser des limites avec la force physique quand toutes les autres options étaient épuisées. Elle se leva à 2 heures du matin et se banda de nouveau les mains correctement, scotcha ses articulations comme son ancien entraîneur le lui avait appris, remit le ruban adhésif dans son sac de sport et le laissa là, juste au cas où, juste pour être prête. Jeudi et vendredi se passèrent dans un calme étrange. Brice et son groupe étaient présents mais distants, l'observant de l'autre côté des cafétérias et des couloirs, mais sans approcher. Le silence semblait plus menaçant que la confrontation. Les autres élèves avaient clairement entendu parler de l'incident du couloir. Landry surprit des regards spéculatifs, entendit des conversations chuchotées qui se taisaient à son approche. Bellamy restait près d'elle, une énergie nerveuse émanant d'elle. « Il prépare quelque chose de gros », dit-elle vendredi après-midi. « Ce calme n'est pas naturel. »« Je sais. » « Landry, peut-être qu'on devrait aller voir l'administration, leur parler des menaces. » « Et dire quoi? Que le fils d'un membre du conseil d'administration a menacé de vandaliser ta maison? Sans aucune preuve, sauf ma parole contre la sienne? » Landry secoua la tête. Il ne ferait rien, et Brice irait encore plus loin.
Alors on attend, c'est tout? On attend. L'attaque eut lieu le lundi suivant pendant la pause déjeuner. Landry et Bellamy étaient à la bibliothèque à leur table habituelle quand Tristan apparut à l'entrée. « Brice veut te voir. Dehors. Il dit qu'il est temps de régler les choses. » L'estomac de Landry se noua, mais sa voix resta égale. « Dis-lui non. Ce n'était pas une demande. Soit tu sors, soit on entre. » Il fit un geste, et 4 autres élèves apparurent derrière lui. « C'est toi qui choisis. » Le bibliothécaire, M. Fournier, était à son bureau, mais regardait studieusement son écran d'ordinateur, pratiquant le même aveuglement volontaire que chaque adulte du lycée Jean Moulin avait perfectionné. Bellamy se leva rapidement. « On va au bureau du proviseur. »« Vraiment ?» Le sourire de Tristan était laid. « Pour leur dire quoi? Que Brice veut parler à la paysanne? Ce n'est contraire à aucune règle. Mais courir voir l'administration. » Il sortit son téléphone, leur montra une photo qui fit sursauter Bellamy. C'était son portfolio de photographies, les tirages physiques qu'elle gardait dans un carton à dessin dans la salle d'art plastique. La photo les montrait éparpillés sur du béton, certains déchirés, d'autres piétinés, tous ruinés. Ce serait dommage que d'autres de tes affaires soient détruites. Comme, disons, le jardin de ta mère dont elle est si fière, ou cet appareil photo vintage que tu gardes dans ton casier. « Vous nous faites chanter, » dit Bellamy, la voix tremblante. « Je propose une conversation. Dehors, 5 minutes. Ensuite, c'est terminé. » Tristan regarda Landry. « Ou ne le fais pas, et regarde tout ce à quoi elle tient se faire détruire systématiquement. On a toute la journée. » Landry sentit la main de Bellamy agripper son bras. « Ne le fais pas. C'est un piège. »« Je sais. » Elle retira doucement la main de Bellamy. « Mais ils ne vont pas s'arrêter. Et je ne peux pas les laisser détruire tes affaires, faire du mal à ta famille, à cause de moi. » Elle regarda Tristan. « Dehors, seul, 5 minutes. Ensuite vous laissez Bellamy tranquille, définitivement. » Marché conclu. Le sourire de Tristan s'élargit. Dans la cour. Tout le monde attend. Landry se dirigea vers la sortie de la bibliothèque, tandis que Bellamy l'appelait frénétiquement. Dans le couloir, elle s'arrêta, prenant 3 profondes respirations pour se centrer. Ses mains étaient stables. Son rythme cardiaque était élevé, mais contrôlé. Elle sentit l'entraînement de son grand-père s'installer sur elle comme une armure familière. L'état mental où la peur devenait du carburant, où son corps savait exactement quoi faire, même si son esprit était encore en train de rattraper son retard. Elle avait promis de ne pas utiliser ses compétences pour la violence, mais elle n'avait pas promis d'être une victime. La cour était bondée. L'espace extérieur entre le bâtiment principal et le gymnase accueillait habituellement peut-être 20 élèves pendant le déjeuner, mais maintenant, on aurait dit que la moitié du lycée s'était rassemblée. Ils avaient formé un cercle lâche, les téléphones déjà sortis et en train d'enregistrer. Au centre se tenait Brice, flanqué de Tristan et Madison, et de 6 autres élèves dont Landry ne connaissait pas les noms. Derrière eux, d'autres élèves arrivaient encore, attirés par la promesse de divertissement. Landry traverse la foule pour atteindre le centre du cercle. Le soleil d'automne était brillant au-dessus, chaud pour un mois de décembre, projetant des ombres nettes. Elle pouvait sentir le déjeuner de quelqu'un, des tacos de la cafétéria, et en dessous, la faible odeur d'herbe coupée des terrains de sport. Chaque détail semblait intensifié, cristallin. La conscience du combat se mettait en place. « La voilà », annonça Brice à la foule. « La paysanne. Elle a finalement décidé de se montrer et de prouver de quoi elle est faite. »« Tu voulais parler ?» dit Landry doucement. « Alors parle. »« Parler ?» Il rit, et la foule rit avec lui. « Je ne veux pas parler. Je veux que tu comprennes ta place. Tu m'as manqué de respect devant tout le monde. Tu m'as fait passer pour un faible. Ça a des conséquences. Alors vas-y,
Quoi que ce soit, finissons-en. Oh, on va en finir. Brice retira lentement son blouson, le tendit à Madison. Tu vois, je pense que tu bluffes. Je pense que ton coup au poignet, c'était de la chance. Je pense que tu n'es toujours qu'un déchet de la ferme effrayée qui a eu de la chance une fois. Alors voilà ce qui va se passer. Tu vas t'excuser auprès de moi. Ici même, devant tout le monde. Tu vas supplier mon pardon. Et ensuite, tu vas quitter le lycée Jean Moulin et ne jamais revenir. Non. Alors, je vais t'y forcer. Il s'avança, les mains ballantes le long du corps. Et quand tu seras par terre en train de pleurer, tout le monde saura ce que tu es vraiment. Rien. Landry sentit l'instant s'étirer, sentit le temps se dilater comme avant les grands combats. Elle pouvait tout voir. La répartition du poids de Brice, légèrement trop en avant, agressive mais déséquilibrée. Tristan et les autres se positionnant pour l'attraper si elle essayait de fuir. Madison filmant sur son téléphone avec une joie visible. La foule se rapprochant, la soif de sang montant. Et là, se frayant un chemin à l'arrière. Bellamy, le visage crispé par la peur, mais venant quand même. « Dernière chance », dit Brice. « Excuse-toi. » Landry laissa échapper une longue expiration. Pensa aux mains de son grand-père bandant ses articulations dans la grange, à sa voix expliquant que la force sans contrôle n'était que de la violence, mais que refuser d'utiliser la force quand c'était nécessaire était de la lâcheté déguisée. Pensa à la promesse qu'elle avait faite et à ce qu'elle signifiait réellement. Pas qu'elle ne se défendrait pas qu'elle laisserait les tyrans gagner, juste qu'elle ne perdrait plus jamais le contrôle, n'utiliserait jamais plus de force que nécessaire, ne deviendrait jamais la chose qu'elle combattait. Elle pouvait tenir cette promesse et survivre à ça. « Non », dit-elle de nouveau, et se mit en position de garde. Ce n'était pas spectaculaire. Elle n'annonça rien ni ne fit de menace. Elle laissa simplement ses pieds trouver leur position, écartés de la largeur des épaules, le poids sur la pointe des pieds, les genoux légèrement fléchis. Ses mains se levèrent, souples et prêtes, non pas serrées en poing, mais ouvertes et vivantes. Son menton se rentra. Sa respiration tomba dans le rythme du combat, inspirée par le nez, expirée par la bouche, lente et contrôlée. Et ses yeux se fixèrent sur Brice avec la concentration plate de quelqu'un qui avait cessé d'avoir peur. Le bruit de la foule se réduisit à des murmures. Quelqu'un dit « putain de merde » très clairement. Brice hésita, la confusion traversant son visage. Ce n'était pas comme ça que les victimes agissaient, c'était comme ça que les combattants agissaient. « Qu'est-ce que tu... » commença-t-il. Puis il lui lança un coup de poing. C'était un crochet large, sauvage et télégraphié, lancé avec toute la technique de quelqu'un qui n'avait jamais été dans un vrai combat. Landry le vit venir dès l'instant où son épaule se tendit. Elle se décala en douceur, à l'intérieur de sa portée, laissant le coup de poing glisser près de sa tête à quelques centimètres. Sa main droite se leva en une parade contrôlée, déviant son bras encore plus loin, tandis que sa main gauche contrôlait son épaule. Les mouvements étaient économiques, exercés, d'une précision absolue. Elle ne contre-attaqua pas. Elle se contenta de contrôler son élan et de reculer hors de portée. Brice trébucha sous l'effet de son propre mouvement vers l'avant, retrouvant son équilibre, la fixant avec une prise de conscience naissante. La foule était devenue complètement silencieuse. « Ne fais pas ça », dit Landry doucement. « Pars, c'est tout. » Au lieu de cela, il revint sur elle, essayant cette fois de la plaquer. C'était une meilleure stratégie, mais toujours amateur. Sa tête haute, les bras écartés, pas de changement de niveau. Landry s'écarta instinctivement, les hanches en arrière, la poitrine sur son épaule, ses mains cherchant déjà les aisselles. Elle le sentit forcer contre elle, essayant de pousser avec ses jambes, mais elle avait une posture de lutte défensive parfaite et toute sa force ne menait nulle part. Elle tira sur sa tête avec son bras droit, le déséquilibrant, puis tourna sur son côté et s'éloigna. Il tomba à quatre pattes sur le béton. Elle était à 1 mètre de distance avant même qu'il n'ait compris ce qui s'était passé.
La foule explosa de bruit, des halètements, des cris, quelqu'un hurlant « Elle est vraiment entraînée !» Landry garda sa respiration contrôlée, sa posture prête, son esprit clair. Brice se releva lentement, le visage rouge d'humiliation et de rage. « T'es morte », dit-il. Tristan et deux autres s'avancèrent sur les côtés. C'était clairement le plan depuis le début, la submerger par le nombre. L'esprit de Landry passa en sur-régime, suivant 3 menaces simultanément, calculant les distances et les angles. Le premier, un gamin trapu qu'elle ne connaissait pas, se précipita de sa droite. Elle attrapa ses bras tendus, le tira vers l'avant dans son propre élan tout en se décalant, et utilisa son poids pour le projeter avec une projection de hanche de judo de base. Il heurta durement mais sans danger le béton, plus choqué que blessé. Le second hésita juste assez longtemps pour que Landry pivote pour lui faire face. Quand il se décida enfin à tenter un plaquage aux 2 jambes maladroits, elle s'écarta de nouveau, cette fois en saisissant une guillotine et en contrôlant sa posture jusqu'à ce qu'il abandonne et recule. Tristan était plus malin que les autres. Il tourna prudemment, les mains levées dans une garde de boxeur qui suggérait un véritable entraînement. Quand il lança un jab, il était rapide et correct. Elle dut l'esquiver au lieu de simplement le parer. Son direct suivit immédiatement, et elle passa en dessous, sentant la pression de l'air passer au-dessus de sa tête. Il la testait, voyant ce qu'elle pouvait faire. Elle n'engagea pas le combat, se déplaça simplement, latéralement, maintenant, la distance, ne s'engageant dans aucun échange. Il lança un coup de pied à sa jambe avant, pas du Muay Thai, mais pas terrible, et elle le bloqua avec son tibia, l'impact solide mais contrôlé. « Tu t'es entraîné », dit-il, la surprise évidente. « Pars », répéta-t-elle. Au lieu de cela, Brice l'attrapa par derrière, les bras enroulés autour de ses épaules dans une prise de l'ours. Erreur d'amateur. L'entraînement de Landry prit le dessus automatiquement. Elle abaissa soudainement son poids, glissant dans sa prise tandis que ses mains se levaient pour contrôler la position de ses coudes. Elle tourna son épaule, créa de l'espace, puis projeta ses hanches en arrière dans son ventre tout en se penchant en avant. Échappatoire de lutte de base. Il la relâcha avec un grognement et elle pivota pour lui faire face, les mains déjà de retour en garde. La cour était devenue un vacarme. Les élèves criaient, se rapprochaient, les téléphones partout capturant tout. Landry pouvait voir Bellamy essayant de se frayer un chemin à travers la foule, pouvait voir des professeurs commençant enfin à sortir des bâtiments, attirés par l'agitation. Elle devait mettre fin à cela avant que ça ne dégénère davantage. Brice chargea de nouveau, sans technique maintenant, juste de la rage. Landry ne réfléchit pas. La mémoire corporelle prit le dessus. Elle chronométra parfaitement sa charge, se décala sur le côté au dernier instant et utilisa son propre élan pour le guider au-delà d'elle. Elle aurait pu le frapper, aurait pu lui mettre un coup de coude au visage, un coup de genou au ventre, aurait pu le mettre à terre durement et finir avec l'une des 12 soumissions qu'elle connaissait. Au lieu de cela, elle le redirigea simplement et le regarda trébucher et percuter Tristan. « Arrêtez !» dit-elle, assez fort pour percer le bruit. « C'est fini. » Même pas en rêve. Madison apparut avec quelque chose à la main. Une bombe lacrymogène, réalisa Landry avec une clarté glaciale. Cela avait dépassé le stade de la bagarre de lycée pour devenir une véritable agression. Elle calculait ses options quand Bellamy perça la foule et s'interposa entre elles. « N'ose même pas !» dit Bellamy, sa voix tremblante mais ferme. Elle avait son téléphone à la main, la caméra active, pointée sur Madison. « C'est une agression armée. J'enregistre tout. Tu utilises ça, et je vais directement à la police. »« Bouge de là !» ordonna Madison. « Non !» Les mains de Bellamy tremblaient, mais elle ne recula pas. « Vous avez déjà perdu. Regardez autour de vous. Tout le monde a vu Landry se défendre. Tout le monde a vu qu'elle n'a jamais donné un coup de poing, jamais attaqué personne. Elle a juste arrêté vos attaques.
Mais si tu utilises cette bombe, si vous allez plus loin, c'est vous qui commettez une agression filmée. » Pendant un instant figé, personne ne bougea. Puis la voix d'un professeur perça l'attention. « Tout le monde, arrêtez, tout de suite !» Le proviseur, M. Rodriguez, se frayait un chemin à travers la foule avec la CPE, Madame Chen et 2 agents de sécurité. Le cercle se dissolut dans le chaos, tandis que les élèves se dispersaient ou se rapprochaient selon leur personnalité. M. Rodriguez embrassa la scène du regard. Landry en position de garde. Brice débraillé et furieux, le gamin trapu toujours assis sur le béton, Bellamy avec son téléphone levé, Madison tenant la bombe lacrymogène. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» La voix de M. Rodriguez portait une autorité absolue. « Elle nous a attaqués !» dit immédiatement Brice en montrant Landry. « Elle est violente, elle a blessé des gens. » N'importe quoi. La voix de Bellamy résonna clairement. « J'ai la vidéo. Tout le monde ici a la vidéo. Ils l'ont attaquée, à plusieurs. Elle s'est défendue et n'a jamais donné un seul coup de poing. Vérifiez les images. » Monsieur Rodriguez regarda la foule. « Que quelqu'un me donne son téléphone. Maintenant. » 3 élèves se portèrent immédiatement volontaires avec leurs enregistrements. Monsieur Rodriguez regarda 30 secondes de vidéo et son expression passa de la colère à une satisfaction sombre. Il se tourna vers Brice et son groupe. « Dans mon bureau. Immédiatement. Vous tous. » Mais elle... « Bureau. Maintenant. La sécurité. Escortez-les. » Monsieur Rodriguez regarda Landry. « Vous aussi. Et votre ami. » La foule s'écarta, tandis que les agents de sécurité les guidaient. Landry se permit enfin de quitter sa posture de combat, ses mains s'abaissant, sa respiration toujours contrôlée, mais ses jambes se sentant soudainement faibles. L'adrénaline commençait à refluer, laissant place à l'épuisement. Bellamy attrapa sa main et la serra fort. « Tu as été incroyable, » murmura Bellamy. « J'essayais de ne blesser personne. »« Je sais, tout le monde le sait. Ils ont vu. » Dans le bureau du proviseur, M. Rodriguez les fit asseoir dans des zones séparées, le groupe de Brice d'un côté, Landry et Bellamy de l'autre. Il appela l'agent de police référent du lycée et commença à collecter les téléphones pour visionner les vidéos. Pendant qu'ils attendaient, Landry resta assise, les mains jointes, traitant ce qui venait de se passer. Elle s'était battue, vraiment battue, avait utilisé son entraînement devant des témoins. Mais elle l'avait fait défensivement, avec retenue, exactement comme son grand-père le lui avait appris. N'avait jamais perdu le contrôle, n'avait jamais utilisé de force excessive, avait juste protégé sa personne et arrêté les attaques. Avait-elle rompu sa promesse? Monsieur Rodriguez revint après 20 minutes avec l'agent de police et un visage d'orage. Il s'adressa d'abord à Brice. « J'ai regardé les images de 7 téléphones différents. Elles montrent toutes la même chose. Vous et vos amis avez attaqué cette jeune femme. Elle s'est défendue sans jamais frapper personne offensivement. Plusieurs témoins confirment que vous la harcelez depuis des mois. J'ai aussi trouvé des preuves de menaces proférées contre mademoiselle Chen et sa famille. » Il se tourna vers l'officier. « Je veux que des poursuites soient engagées. Agression, harcèlement et possiblement association de malfaiteurs. » Quoi? Le visage de Brice devint blanc. « Mon père, votre père pourra parler à la police. Vous êtes exclus à titre conservatoire, en attendant l'enquête. Vous tous. » Le regard de M. Rodriguez balaya Tristan, Madison et les autres. « Rassemblez vos affaires. Vous devez quitter le campus immédiatement. Vos parents ont été appelés. » Il se tourna vers Landry. « Miss Kervadec, je vous dois des excuses. Plusieurs professeurs ont signalé du harcèlement et rien n'a été fait. C'est de ma faute et de celle de cette administration. Je suis désolé. » Landry ne faisait pas confiance à sa voix, alors elle hocha simplement la tête. Cependant, le ton de M. Rodriguez changea. Vous avez clairement un entraînement significatif en arts martiaux que vous n'avez pas divulgué.
Ce n'est pas une violation du règlement, mais je dois comprendre la situation. Êtes-vous un danger pour les autres élèves? Non, monsieur. Landry retrouva sa voix. Je me suis entraîné pendant des années au jiu-jitsu brésilien et à la lutte. J'ai fait de la compétition en MMA amateur quand j'étais plus jeune. Mais je n'ai jamais voulu me battre. J'ai essayé d'éviter la confrontation tout le semestre. Pourquoi n'avez-vous pas signalé le harcèlement? Je l'ai fait. À Monsieur Adam après l'incident de la cafétéria. À Madame Chen pour le vandalisme de mon casier. À Monsieur Fournier pour le harcèlement à la bibliothèque. Rien ne s'est passé. Monsieur Rodriguez grimaça. Cela s'arrête maintenant. Je mets en place de nouveaux protocoles. Tolérance zéro pour le harcèlement. Signalement obligatoire. Et je veux en savoir plus sur votre parcours. Non pas pour vous punir, mais pour comprendre comment vous soutenir à l'avenir. La conversation dura encore 1 heure. Landry expliqua son historique d'entraînement, omettant l'incident en Creuse. C'était un dossier scellé et non pertinent maintenant. Expliqua qu'elle avait essayé de garder ses compétences cachées, d'essayer de recommencer sans violence. Monsieur Rodriguez écouta attentivement, posa de bonnes questions et conclut finalement que Landry avait agi en légitime défense claire avec une retenue remarquable. « Vous auriez pu les blesser gravement », dit Monsieur Rodriguez doucement. « Plusieurs personnes avec votre niveau d'entraînement. La vidéo montre au moins 3 moments où vous auriez pu frapper des cibles vulnérables et vous avez choisi de ne pas le faire. Cela montre l'exact opposé d'une personne violente. Cela montre de la discipline. » Quand elles furent finalement libérées, Bellamy serra fort Landry dans ses bras dans le couloir vide. « Ça va ?» ?»« Je ne sais pas. » Landry se sentait étrange. Vide, mais aussi plus légère, comme si une pression qui s'était accumulée pendant des mois s'était enfin relâchée. Je me suis battu. J'ai utilisé mon entraînement. Tu t'es défendu. Il y a une différence. Vraiment? J'ai promis à mon grand-père. Tu as promis de ne pas perdre le contrôle, de ne pas utiliser de force excessive, de ne pas blesser des gens qui ne le méritaient pas. Bellamy recula pour la regarder dans les yeux. As-tu fait l'une de ces choses aujourd'hui? Landry y réfléchit. À la retenue minutieuse dans chaque mouvement, au choix délibéré de ne pas frapper même lorsque les occasions se présentaient, à la façon dont elle avait contrôlé ses adversaires sans les blesser. Non, je ne l'ai pas fait. Alors tu n'as pas rompu ta promesse. Tu l'as honorée. Elles sortirent sous le soleil de l'après-midi. La cour était vide maintenant, les cours ayant repris, comme si la dernière heure n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais Landry pouvait encore sentir le fantôme de sa posture, la mémoire musculaire chaude dans son corps, la certitude qu'elle avait fait le bon choix. Ne pas être passive, ne pas être violente, mais se défendre avec compétence, contrôle et humanité intacte. Ce soir-là, sa tante écouta toute l'histoire sans l'interrompre. Quand Landry eut terminé, sa tante resta silencieuse un long moment. « Ton grand-père serait fier, » dit-elle finalement. « Tu crois ? » ?»« J'en suis sûr. Il ne t'a pas appris à te battre pour te rendre dangereuse. Il t'a appris à te battre pour te mettre en sécurité, et il t'a appris le contrôle pour te rendre forte. Aujourd'hui, tu as utilisé les deux exactement comme il l'entendait. » Sa tante lui serra l'épaule. Tu as mieux honoré sa promesse qu'en te cachant. Au cours des jours suivants, la dynamique sociale au lycée Jean Moulin se déplaça comme des plaques tectoniques. Les vidéos s'étaient propagées au-delà du lycée. Plusieurs versions étaient maintenant sur les réseaux sociaux, avec des centaines de milliers de vues. Les commentaires allaient de l'étonnement. Elle a géré 3 gars sans donner un coup de poing. À l'analyse, c'est de la défense JJB légitime. Au soutien, voilà à quoi ressemble la vraie autodéfense. L'anonymat de Landry s'évapora. Les élèves qui l'avaient ignoré pendant des mois voulaient maintenant parler, poser des questions, entendre son histoire. Elle géra la tension aussi minimalement que possible, déclinant poliment la plupart des conversations.
Brice et son groupe proche ne revinrent pas au lycée. L'enquête révéla des preuves accablantes de harcèlement, des comptes Instagram, des fils de discussion par SMS, même des transactions financières, montrant qu'ils avaient payé des élèves pour vandaliser les biens de Landry. Le père de Brice tenta d'utiliser sa position au conseil d'administration pour minimiser les conséquences, mais M. Rodriguez tint bon, soutenu par des preuves vidéo devenues trop virales pour être étouffées. Des plaintes pour agression furent déposées, des ordonnances restrictives furent émises. À la fin de la semaine, l'histoire avait fait les gros titres locaux comme un exemple à la fois de harcèlement scolaire et d'autodéfense remarquable. Bellamy devint le bouclier de Landry contre cette nouvelle attention. Elle faisait écran avec les élèves curieux, déclinait poliment les demandes d'interview des médias locaux et s'assurait que Landry ait de l'espace pour tout digérer. Elles passaient de plus en plus de temps ensemble, les conversations s'approfondissant de l'amitié à quelque chose qu'aucune n'était tout à fait prête à nommer, mais que toutes deux sentaient se construire. « Tu m'as sauvé », dit Bellamy un après-midi, dans l'atelier de poterie. Elles étaient les seules là, travaillant sur leurs projets respectifs dans un silence confortable jusqu'à ce que Bellamy le brise. Pas seulement de la bombe lacrymo, mais de moi à regarder quelqu'un que j'aime se faire détruire. Tu m'as appris à quoi ressemble vraiment le courage. J'étais terrifié. C'est ce qui en a fait du courage, faire ce qui est juste tout en étant terrifié. Les mains de Bellamy s'immobilisèrent sur son argile. Je dois te dire quelque chose. J'y pense depuis des semaines, mais je n'étais pas sûr de comment le faire. Et peut-être que c'est un timing horrible, mais peut-être aussi que c'est le timing parfait. Tu me plais, genre plus que comme une amie, depuis un moment. Le cœur de Landry fit quelque chose de compliqué. Tu me plais aussi. Mais Bellamy, je suis encore en train de comprendre qui je suis. Ce qui vient de se passer, ça a changé les choses. Je ne peux plus être cette personne passive, mais j'ai aussi terriblement peur de devenir quelqu'un de violent. Je suis un peu un désastre. Tout le monde est un désastre. C'est humain. Bellamy sourit. Je ne demande pas la perfection, je demande juste si tu veux essayer de démêler ça ensemble. Elles commencèrent à sortir ensemble, bien que ce mot semblât trop petit pour ce qui se développa. C'était plus comme trouver un point d'ancrage, alors que tout le reste restait incertain. Elle dînait chez Bellamy, où sa mère traitait Landry comme un membre de la famille. Elle se promenait dans les quartiers en parlant d'avenir, de rêves, de traumatisme et de guérison. Elle travaillait dans l'atelier de poterie, créant de l'art à partir de rien, une métaphore trop évidente pour être mentionnée, mais présente quand même. Landry enseigna à Bellamy quelques bases d'autodéfense. Pas un entraînement aux arts martiaux, mais une conscience pratique, l'établissement de limites, les aspects mentaux que son grand-père avait soulignés. Bellamy apprit à Landry à voir la beauté dans les moments ordinaires, à capturer la lumière avec son appareil photo, à croire qu'elle méritait le bonheur. Le reste de novembre et début décembre apportèrent une normalisation constante. Les élèves reconnaissaient toujours Landry, et certains la traitaient avec un respect prudent, mais le pic d'attention s'estompa progressivement. Elle fut autorisée à être de nouveau une élève comme les autres, bien qu'une avec une réputation de force cachée. Les professeurs, qui avaient auparavant ignoré le harcèlement, étaient nettement plus attentifs. M. Rodriguez mit en œuvre les nouveaux protocoles qu'il avait promis, y compris une formation anti-harcèlement obligatoire pour le personnel et un système de signalement confidentiel pour les élèves. Un mardi après-midi mi-décembre, Landry quittait la bibliothèque quand elle rencontra quelqu'un d'inattendu. Tristan était assis sur un banc près du bâtiment d'art plastique, paraissant plus petit que dans son souvenir. Il se leva quand il la vit. « Je voulais m'excuser », dit-il rapidement avant qu'elle ne puisse passer. « Pour tout. J'ai été un connard fini. J'ai suivi Brice parce que ça me semblait plus sûr que d'être ciblé moi-même, ce qui est une excuse de lâche, mais c'est la vérité. Tu ne méritais rien de ce qu'on t'a fait. » Landry l'étudia. Il semblait véritablement plein de remords, ou du moins véritablement mal à l'aise. « Pourquoi tu me dis ça ?»
Parce que je suis une thérapie. Le tribunal l'a ordonné, et mon psy a dit que je devais assumer mes responsabilités. Il se balança d'un pied sur l'autre. Mais aussi parce que c'est vrai. J'avais tort. Ce qu'on a fait était mal. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que je le comprends maintenant. J'apprécie que tu le dises. La voix de Landry était prudente. Mais des excuses n'effacent pas les dégâts. Je sais. Je ne demande pas le pardon. Je suis juste. Il laissa sa phrase en suspens. J'essaie d'être meilleur que je ne l'étais. C'est tout. Elle aurait pu s'accrocher à la colère. Aurait pu lui dire de partir, que ses excuses ne signifiaient rien. Mais elle pensa à son grand-père, lui apprenant que s'accrocher à la rage, c'était comme boire du poison en s'attendant à ce que quelqu'un d'autre meure. Pensa à la différence entre le pardon et les limites. « D'accord, » dit-elle finalement, « j'accepte tes excuses. Mais nous ne sommes pas amis, et si jamais tu harcèles quelqu'un d'autre, je le saurai. C'est juste. » Il hocha la tête, le soulagement évident. « Pour ce que ça vaut, tu as été... la façon dont tu as géré ce combat. Tu aurais pu nous détruire tous, tout le monde le sait. Mais tu ne l'as pas fait. C'était plus puissant que de gagner l'aurait été. » Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre. Landry resta là à digérer, puis continua vers l'arrêt de bus où Bellamy l'attendait. Quand elle raconta la conversation, la réponse de Bellamy fut caractéristique de sa franchise. Les gens peuvent changer. Qu'ils le fassent vraiment est une autre question, mais leur donner l'espace pour essayer est généreux de ta part. Je suis fatigué de porter de la colère. C'est épuisant. C'est ça, grandir. Bellamy lui embrassa la joue. Je suis fier de toi. La semaine avant les vacances de Noël, Landry eut une dernière réunion avec le proviseur Rodriguez. L'enquête était terminée, les plaintes déposées, et la famille de Brice l'avait retiré du lycée Jean Moulin, plutôt que de faire face aux conséquences continues. Madison et plusieurs autres avaient accepté des accords de plaidé coupable impliquant des travaux d'intérêt général et une thérapie obligatoire. La vidéo était devenue un cas d'école dans les cercles d'entraînement à l'autodéfense, un exemple de retenue parfaite sous pression. « Je veux vous proposer quelque chose », dit M. Rodriguez, en faisant glisser un papier sur son bureau. « Nous lançons un club d'autodéfense pour les élèves, facultatif, après les cours, axé sur la prise de conscience et la désescalade plutôt que sur le combat. J'aimerais que vous aidiez à le diriger. » Landry lut attentivement la proposition. « Pourquoi moi ? » Parce que vous comprenez quelque chose que la plupart des artistes martiaux n'apprennent que beaucoup plus tard, voire jamais. Que la violence devrait être le dernier recours, pas la première réponse, que la vraie force inclut le fait de savoir quand ne pas utiliser son entraînement. Monsieur Rodriguez se pencha en avant. Ses élèves ont besoin de cette leçon. Et vous voir l'enseigner pourrait être thérapeutique pour vous aussi. J'y réfléchirai. C'est tout ce que je demande. Les vacances de Noël se passèrent dans un calme bien nécessaire. Landry passa du temps avec sa tante, aida aux préparatifs des fêtes, travailla sur les sentiments complexes liés à tout ce qui s'était passé. Elle appela son ancien entraîneur à Guéret, lui raconta toute l'histoire, entendit sa réponse satisfaite qu'elle avait appliqué son entraînement exactement comme il fallait. Elle rendit visite à la tombe de son grand-père en esprit, sinon en corps, se tenant dans le jardin de sa tante et parlant aux étoiles, et à la mémoire des promesses tenues et des leçons apprises. Le nouvel an arriva avec Bellamy à ses côtés, regardant les feux d'artifice depuis le toit d'une fête où elles avaient été invitées, une nouvelle acceptation sociale encore étrange mais bienvenue. À minuit, Bellamy l'embrassa et dit « Cette année va être meilleure, je le sens. » « Peut-être, » admit Landry, « ou peut-être qu'on sera juste meilleur pour gérer ce qu'elle nous enverra. » Janvier apporta le second semestre et des changements substantiels. Le club d'autodéfense devint une réalité et Landry le co-anima,
avec le soutien de Monsieur Rodriguez et d'un instructeur d'arts martiaux local, fournissant des conseils professionnels. 20 élèves se présentèrent la première semaine. 40 la troisième. Ils couvrirent la conscience situationnelle, la désescalade verbale, l'établissement de limites de base et seulement des techniques physiques minimales, assez pour s'échapper, pas pour se battre. Landry se surprit à partager son histoire avec le groupe, expliquant ce qu'elle avait appris sur la violence et la retenue et la différence entre se défendre et devenir un agresseur. Mon grand-père disait qu'étudier les arts martiaux sans étudier la sagesse vous rend dangereux mais pas fort, dit-elle au groupe un après-midi. La force, c'est de savoir que vous pourriez blesser quelqu'un et de choisir de ne pas le faire. La force, c'est de se défendre sans perdre son humanité. C'est plus difficile que n'importe quelle technique. Une élève de seconde nommée Roselyne l'approcha après le cours. « Je suis harcelée », dit-elle doucement. « Pas comme ce qui t'est arrivé. Des choses plus petites. Mais ça s'aggrave. Qu'est-ce que je devrais faire ?» Landry passa 1 heure à parler avec elle, puis la mit en contact avec Monsieur Rodriguez, puis suivit l'affaire au cours des semaines suivantes, alors que le lycée intervenait réellement et que le harcèlement cessait. C'était comme une rédemption, prendre sa propre douleur et la transformer en protection pour les autres. Le club devint son but au-delà de la simple survie au lycée. Elle aidait à créer l'environnement dont elle avait eu besoin des mois auparavant. Février apporta la Saint-Valentin et Bellamy lui présenta une série de photos sur laquelle elle travaillait depuis des semaines, des images en noir et blanc, capturant des moments de courage ordinaires, des élèves tenant tête au harcèlement, des professeurs intervenant activement, de petits actes de gentillesse dans les couloirs. L'image finale était Landry dans l'atelier de poterie, les mains couvertes d'argile, l'expression concentrée et paisible. En dessous, Bellamy avait imprimé « La force dans l'immobilité, le pouvoir dans la retenue ». « C'est parfait », dit Landry, la gorge serrée. « Tu es parfaite. » Enfin, pas vraiment, mais parfaitement imparfaite de manière importante. Bellamy sourit. « Je t'aime. Je voulais le dire depuis des semaines, mais ça me semblait trop grand. Mais c'est vrai. Je t'aime. » Landry l'embrassa au lieu de répondre avec des mots, essayant de communiquer par l'action ce que le langage ne pouvait pas tout à fait capturer. Plus tard, elle parvint à dire « Je t'aime aussi. Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé. » Mars apporta une conclusion inattendue. Les procédures judiciaires se terminèrent par des verdicts de culpabilité pour agression, harcèlement et association de malfaiteurs. Brice reçut des travaux d'intérêt général, une thérapie obligatoire et une mise à l'épreuve qui s'étendrait au-delà de son 18e anniversaire. Plus important pour Landry, il fut tenu de présenter des excuses formelles dans le cadre de sa peine. Ils se rencontrèrent dans un cadre supervisé avec Monsieur Rodriguez, les avocats des 2 familles et un médiateur présent. Brice avait l'air différent, plus petit, plus jeune, comme si on l'avait dégonflé. Quand il parla, sa voix manquait de son ancienne assurance. « Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Le harcèlement, l'agression, faire de ta vie un enfer. Je gérais mes propres problèmes et je me suis défoulé sur toi de la pire des manières. Tu ne méritais rien de tout ça, j'avais tort. » Landry écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle dit « J'accepte tes excuses. J'espère que tu deviendras vraiment la personne que tu essaies d'être. Mais si on se croise, on ne sera pas amis. On sera juste des gens qui se connaissaient autrefois. » « C'est juste. » Il hocha la tête. « Pour ce que ça vaut, je pense beaucoup à ce combat. Comment tu aurais pu me détruire, mais tu ne l'as pas fait. J'essaie de comprendre ce genre de force. C'est plus difficile que d'être en colère. » « C'est vrai, » acquiesça Landry, « mais ça en vaut la peine. » Ils se séparèrent avec la compréhension mutuelle que leurs chemins ne se croiseraient plus. Brice terminait le lycée par des cours en ligne, prévoyant d'aller à l'université quelque part loin de là. Le chapitre était clos. Avril et mai passèrent dans le flou agréable du printemps des terminales. Landry maintint ses notes,
continua d'animer le club d'autodéfense, passa de plus en plus de temps avec Bellamy à planifier leur avenir. Elles avaient toutes deux été acceptées dans des universités du nord de la Californie, des universités différentes mais assez proches pour rester ensemble. L'atelier de poterie devint leur sanctuaire, des heures passées à créer, à parler et à simplement être présentes l'une pour l'autre. Madame Chen traitait Landry comme une seconde fille, insistant pour qu'elle vienne au dîner de famille et l'incluant dans les traditions de la famille Chen. Un après-midi de fin mai, alors que le club d'autodéfense se terminait, une nouvelle élève s'approcha, une seconde qui était restée silencieuse pendant toute la séance. « Je voulais juste vous remercier, dit-elle à Landry. La semaine dernière, des gars m'ont harcelé après les cours, mais je me suis souvenu de ce que vous nous avez appris, sur le langage corporel, les limites fermes et le fait de faire du bruit si nécessaire. Je me suis redressé, je les ai regardés dans les yeux et je leur ai dit de me laisser tranquille. Et ils l'ont fait. Ça a marché. » Landry sentit l'émotion monter dans sa poitrine. « Je suis fier de toi. Il a fallu un vrai courage. Vous m'avez appris que c'était possible. Vous avez montré à tout le monde qu'on peut être fort sans être méchant, qu'on peut se protéger sans devenir ce contre quoi on se protège. » La seconde sourit. « Je veux être comme ça, comme vous. » Après son départ, Bellamy passa un bras autour des épaules de Landry. « Tu changes cet endroit. Tu le rends meilleur. Nous le changeons. Tu as aidé tout autant. » « Un travail d'équipe, alors. » Bellamy lui embrassa la tempe. « J'adore ça chez nous. » La dernière semaine de cours arriva avec l'étrange douceur amère des fins et des commencements. Landry parcourut les couloirs du lycée Jean Moulin une dernière fois, sentant tout le poids de la transformation. Elle était arrivée en août comme quelqu'un se cachant d'elle-même, prétendant que la faiblesse était la même chose que la paix, confondant la passivité avec la sécurité. Elle partait comme quelqu'un qui comprenait que la force exigeait à la fois la capacité et la retenue, que se défendre était différent d'attaquer les autres, que le vrai courage signifiait agir malgré la peur plutôt que de ne jamais la ressentir. Le dernier jour, elle se tint dans le hall principal où tout avait commencé, où Brice l'avait pour la première fois appelée la paysanne, où elle avait passé des mois à être invisible. Maintenant, les élèves la saluaient chaleureusement, les professeurs la reconnaissaient avec respect, et elle pouvait parcourir ces espaces sans crainte. Non pas parce qu'elle était intimidante, mais parce qu'elle avait prouvé qu'on pouvait être à la fois gentil et fort, à la fois doux et capable, à la fois pacifique et préparé. Elle rejoignit Bellamy à son casier et elles sortirent ensemble sous le soleil de juin. Sur le parking, elles passèrent devant une petite scène, un élève plus âgé, se moquant d'un second près des porte-vélos. Landry et Bellamy s'arrêtèrent toutes les deux. Landry croisa le regard du second et lui fit un petit signe de tête, un geste subtil de solidarité. Le second se redressa légèrement, trouva sa voix et dit fermement à l'élève plus âgé de le laisser tranquille. Le tyran regarda autour de lui, remarqua que Landry observait et s'éloigna sans chercher l'escalade. « L'effet d'entraînement » murmura Bellamy alors qu'elle continuait vers l'arrêt de bus. « Tout le monde peut l'apprendre, que le courage est contagieux, qu'une personne choisissant d'être meilleure peut en inspirer d'autres. » Elles s'assirent sur le banc, en attendant leur bus, les épaules se touchant, un silence confortable s'installant autour d'elles. Landry pensa à son grand-père, aux leçons qu'il lui avait enseignées et qui avaient nécessité des mois de souffrance pour être vraiment comprises. Il n'avait pas voulu qu'elle soit violente ou passive, il avait voulu qu'elle soit sage, qu'elle sache quand se battre et quand s'éloigner, quand faire preuve de pitié et quand maintenir des limites, quand utiliser la force et quand faire preuve de retenue. « À quoi tu penses ?» demanda Bellamy, « que j'ai tenu ma promesse. Pas de la manière que je pensais, mais de la manière qui comptait. Ton grand-père serait fier. Je pense qu'il le serait. » Landry sourit. « Je pense qu'il dirait que j'ai enfin compris la leçon. » Le bus arriva,
et elles montèrent à bord pour la dernière fois en tant qu'élève du lycée Jean Moulin. Par la fenêtre, Landry regarda le lycée s'éloigner, ce bâtiment qui avait été à la fois une prison et un terrain d'épreuve. Elle pensa à la fille effrayée qui était arrivée 9 mois plus tôt, cachant sa force parce qu'elle en avait peur, et à la personne qu'elle était devenue, quelqu'un qui comprenait que le pouvoir n'était pas la même chose que la domination, que la compétence n'exigeait pas la cruauté, que la chose la plus forte que l'on puisse faire était de choisir la pitié quand la vengeance était possible. Elle pensa à Brice apprenant cette leçon à la dure, à Tristan essayant de devenir meilleur, aux dizaines d'élèves du club d'autodéfense apprenant qu'ils pouvaient se protéger sans perdre leur humanité, au second qui avait tenu tête au harcèlement parce qu'il avait vu que c'était possible. Le changement se propageait à partir de simples moments de courage. Une personne choisissant d'être meilleure pouvait en inspirer 5 autres. 5 pouvaient en inspirer 25. 25 pouvaient transformer un lycée. Un lycée pouvait influencer une communauté. Cela commençait par le choix de ne pas être détruit par la cruauté et de ne pas devenir cruel soi-même. Cela commençait par la compréhension que la vraie force marchait sur la ligne entre la victime et l'agresseur, jamais à l'aise dans aucun des deux rôles. La main de Bellamy trouva la sienne sur le siège du bus. « Ça va ? » ?»« Ouais. » Landry serra ses doigts. « Mieux que ça. Prête pour la suite. » « Qu'est-ce que tu penses qu'il y a après ? » ?»« Je ne sais pas. Mais quoi que ce soit, je m'en occuperai. On s'en occupera. Avec force et sagesse et tout le courage désordonné et compliqué qui compte vraiment. » Le bus les emporta loin du lycée Jean Moulin, vers l'été et des avenirs encore incertains mais pleins de possibilités. Landry regarda les banlieues de la Côte d'Azur défiler par la fenêtre et sentit la paix s'installer dans sa poitrine. Non pas la fausse paix de la dissimulation ou la paix temporaire de la victoire, mais la paix plus profonde de quelqu'un qui avait trouvé l'équilibre. Elle avait appris à être à la fois douce et forte, à la fois gentille et capable, à la fois vulnérable et défendue. Elle avait appris que faire preuve de pitié ne signifiait pas accepter les abus, et que se défendre n'exigeait pas de devenir un agresseur. Plus important encore, elle avait appris que la promesse de son grand-père n'était pas un fardeau qu'elle portait, mais un cadeau qu'il lui avait fait. La compréhension que la violence devrait toujours être le dernier recours, mais que refuser de se défendre était une violence d'un autre genre, la sorte lente et interne qui détruisait l'esprit au lieu du corps. Elle avait trouvé le juste milieu entre les extrêmes, l'endroit où la force et la compassion coexistaient, où la capacité n'exigeait pas la cruauté. Elle s'était trouvée, et ce faisant, elle avait aidé d'autres à se trouver aussi. Les ondes continueraient de se propager longtemps après son départ, le courage engendrant le courage, la force inspirant la force, chaque petit acte de résistance à l'injustice, rendant l'acte suivant un peu plus facile pour quelqu'un d'autre. C'était la vraie victoire. Pas la confrontation dans la cour où elle s'était défendue avec compétence et retenue. Pas la punition qui était venue pour ceux qui l'avaient tourmentée, pas même la relation avec Bellamy, bien que celle-ci fût précieuse au-delà de toute mesure. La vraie victoire était de devenir quelqu'un qui pouvait traverser le monde avec à la fois puissance et paix, quelqu'un qui savait qu'elle pouvait se battre mais choisissait de ne pas le faire à moins d'y être absolument obligé, quelqu'un qui comprenait que la chose la plus forte que l'on puisse faire était de rester humain, même quand les autres essayaient de vous réduire à quelque chose de moins. Son grand-père lui avait appris à bander ses articulations et à donner des coups de poing corrects, mais sa plus grande leçon portait sur les mains qui restaient ouvertes, la pitié qui suivait la retenue, la sagesse qui transformait la force en protection au lieu de domination. Elle portait maintenant cette leçon, non comme un fardeau mais comme une identité. Elle était Landry Kervadec, paysanne, combattante, survivante, protectrice, et par-dessus tout, quelqu'un qui avait appris que le vrai courage portait un visage doux et ne montrait les dents que lorsque toutes les autres options étaient épuisées. Le bus s'arrêta à son coin de rue,
Et elle et Bellamy descendirent dans la lumière dorée d'une soirée d'été sur la côte d'Azur. Elles marchèrent, main dans la main, vers la maison, vers des avenirs encore en cours d'écriture, vers le travail compliqué et magnifique d'être jeune, forte et déterminée à rendre le monde légèrement meilleur qu'elle ne l'avait trouvé. Derrière elle, le lycée Jean Moulin s'estompait dans la mémoire. Devant, il y avait tout le reste. Et Landry marchait vers cela, la tête haute et les mains ouvertes, prête pour tout ce qui viendrait, armée d'une sagesse durement acquise et de la certitude inébranlable qu'elle y ferait face avec à la fois force et grâce. Elle avait promis à son grand-père de ne plus jamais utiliser la violence. Elle avait tenu cette promesse en apprenant la différence entre la violence et la défense, entre l'agression et la protection, entre perdre le contrôle et le maintenir sous pression. Elle l'avait tenue, en faisant preuve de pitié quand la vengeance était possible, en s'éloignant quand elle le pouvait, et en tenant bon seulement quand elle le devait, en restant humaine même quand les autres essayaient de la rendre monstrueuse. C'était suffisant, c'était tout, c'était la leçon qui valait la peine d'être apprise, la promesse qui valait la peine d'être tenue, la force qui valait la peine d'être portée vers tout ce qui viendrait ensuite.